suite, le journal. Nouveau journal sur la RT Duc, merci d'être avec nous. Les titres. La capitale congolaise accueille la 25e session du Conseil d'administration de l'Union africaine des télécommunications sous les auspices de la première ministre Judith Suminwa. Durant ces assises, la RDC a réaffirmé son engagement à ramener le siège de l'UAT à Kinshasa, symbole de son leadership en télécommunications en Afrique. La saison sèche emporte son lot de maladies saisonnières telles que la toux, la grippe, le rhumatisme à Kinshasa. Comment donc se protéger de ces infections? La question a été posée au docteur Junior Ngosaki, pédiatre à l'hôpital de Kalembelembe. Et puis, organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Quelles sont les chances de la RDC? La question était au cœur d'une matinée de réflexion et d'échange d'expériences organisée par le COCAN. Reportage à suivre. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Préparatif de la rentrée scolaire 2024-2025, la ministre d'État en charge de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté a rendu public les nouvelles directives relatives aux frais de scolarité, des instructions qui doivent être exécutées au niveau de tous les établissements d'enseignement maternel, primaire, secondaire et technique, aussi bien publics que privés agréés. Dans les établissements publics de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, au niveau primaire, l'année scolaire 2024-2025 est placée sous les signes de la poursuite des efforts pour la consolidation et la pérennisation de la gratuité. En conséquence, les frais scolaires sont définitivement et totalement supprimés. Ils ne peuvent ni être mentionnés sur les arrêtés provinciaux portant fixation de frais scolaires, ni être exigés des parents pour quelque motif que ce soit, précise la Mineta. Il en est de même du Minerval, prime d'assurance scolaire, frais des bulletins scolaires, frais des participations à l'ENAFEP et frais d'identification et suivi, afin de garantir à tous les enfants congolais l'égalité des chances à l'éducation des bases. La gratuité de l'enseignement primaire s'applique également aux établissements consulaires du niveau primaire. S'agissant des niveaux maternels, cycle terminal de l'éducation des bases, cycle court et des humanités, Raïssa Malou a rappelé que le frais scolaire pour ces niveaux d'enseignement sont fixés par l'arrêté du gouverneur sur proposition de la Commission provinciale de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Cependant, elle insiste sur l'obligation de réduire drastiquement ces frais en tenant compte des réalités socio-économiques locales et de veiller qu'il ne soit créé par ces derniers des frais fantaisistes. Le frais des participations au test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle, au jury national du cycle court et à l'examen d'État sont également fixés par le gouverneur de province sur proposition exclusive du comité provincial de l'éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Certains frais ont été définitivement supprimés, entre autres le frais des motivations, assurance scolaire, identification et suivi informatisé des élèves. La ministre d'État a martelé qu'il est formellement interdit aux comités provinciaux de l'éducation et Nouvelle Citoyenneté de proposer à l'autorité provinciale dans leur projet d'arrêter les clés des répartitions pour les frais de fonctionnement. En moins de 2 ans, le complexe scolaire Géorwin s'impose comme une école de référence dans la municipalité de Mongafula, ce grâce à sa pédagogie particulière centrée sur l'élève. Les responsables de cet établissement scolaire ont clôturé en beauté l'année scolaire 2023-2024. Au terme de sa première année de fonctionnement, le complexe scolaire Géorwin, situé au quartier Mitendi dans la commune de Mongafula, a mis à l'honneur ses élèves. Une cérémonie en couleur a été organisée dans le point saillant, puis la proclamation des résultats, faite sans complaisance. Nous avons instauré un système de former des enfants qui peuvent dire non et qui peuvent dire oui à un problème. Et pour nous, le plaisir que les parents ont accepté que ces enfants qui ont échoué reprennent l'année. Fille de cette partie de la ville, la promotrice du complexe scolaire Géorwin, Julie Epamoua Bassiané, pense que la mise sur pied de cette école, répondant aux normes requises, vient de rencontrer un besoin réel. J'ai à faire une école ici à Mongafula et je me suis organisée, l'école que j'avais étudiée, pour que mes enfants qui vont étudier dans mon école qu'ils puissent aussi bénéficier de bonnes infrastructures. Se concentrant sur l'éducation de base,
les complexes scolaires géorins organisent seulement les cycles de la maternelle et du primaire, malgré l'existence d'une multitude de salles dont ils disposent. L'année scolaire s'est également clôturée sur une note satisfaisante au collège bilingue Nathanaël Diatéké qui, par ricochet, a célébré son premier anniversaire par une journée culturelle, occasion également d'honorer les lauréats de la maternelle. Situé sur l'avenue Fondation dans la commune de Mongafula, le collège bilingue Nathanaël Diatéké a clôturé en beauté l'année scolaire 2023-2024 qui marque aussi son premier anniversaire avec succès. Après une courte prière suivie de l'exécution de l'hymne national et la présentation du corps enseignant, est venu le moment des prestations des élèves à tous les niveaux qui a satisfait l'assistance en montrant à la face du monde le grand travail abattu par cette école à vocation chrétienne qui a mis l'accent particulier sur l'enseignement en français avec un apprentissage de la langue anglaise dès la maternelle. We have chosen English as a second language because nowadays English is on top. It's one of the greatest language around the world. I teach kindergarten and first and second form. L'événement s'est très bien passé. C'est le résultat du travail abattu durant toute cette année scolaire. Et l'année prochaine, nous voulons corriger les erreurs que nous avons eu à connaître. Et nous sommes une école bilingue. Et je peux même dire trilingue parce qu'il y a aussi l'espagnol, français, anglais, espagnol. Nous voulons amener nos enfants à faire le bien davantage l'année prochaine. Nous avons présenté, les enfants ont parlé de comment devenir par exemple enfant de Dieu, quelles sont les vertus qu'un enfant de Dieu doit avoir. Ce n'est pas les gens qui mettent des poisons aux autres parce qu'ils excellent. Nous sommes là à la cité Mama Mobutu, venez l'école Nathanaël Diatéké. Si vous êtes à l'entrée Mama Mobutu, vous prenez la moto, vous descendez en face du général Luzembo. C'est où se trouve l'école Nathanaël Diatéké sur l'avenue Fondation. La remise des cadeaux aux 3 premiers lauréats de la maternelle par les couples promoteurs, suivi de leur collation aux 3 lauréats du primaire et secondaire, ont constitué le moment pathétique de cette cérémonie qui a mis tout le monde d'accord sur la pertinence de son organisation et la qualité de l'enseignement. Tout est bien qui finit bien, dit-on. Une photo de famille est venue mettre un terme à ces grands rendez-vous annuels. Restons toujours dans les locaux du collège bilingue Nathanaël Diatéké qui compte à ce jour plus de 80 élèves. Cet établissement scolaire se démarque par la qualité de la formation et l'expérience mise au profit de ses élèves. Une journée culturelle haute en couleurs, organisée samedi dernier par les responsables du collège bilingue Nathanaël Diatéké, a bouclé l'année scolaire 2023-2024 à travers les scénettes, déclamation des poèmes, déclamation et collation des élèves de la maternelle, et cela a prouvé à suffisance la qualité de l'enseignement suivi par les apprenants dans cet alma mater à vocation chrétienne qui forme les élites de demain. My school is very well. I love my friend and my teacher. Ça s'est bien passé, j'ai aimé. Avec un corps enseignant très qualifié, en français comme en anglais, ces collèges bilingues assurent non seulement les habitants de la cité Mama Mobutu, mais aussi ceux de la capitale qu'ils peuvent composer avec pour l'éducation et l'épanouissement de leurs enfants. Il est important de dire que la qualité des prestations des élèves du collège bilingue Nathanaël Diatéké, à travers différents sujets interpellateurs, a prouvé à sa juste valeur sa capacité de former l'élite de demain dont le pays a besoin. On en vient à l'ouverture de la 25e session du Conseil d'administration de l'Union africaine des télécommunications à Kinshasa sous les auspices de la Première ministre Judith Suminwa. Cette rencontre stratégique vise à renforcer les infrastructures numériques et promouvoir la coopération régionale. Durant ces assises, la RDC a réaffirmé son engagement à ramener le siège de l'UAT à Kinshasa, symbole de son leadership en télécommunications en Afrique. Kinshasa abrite la 25e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Union africaine des télécommunications, UAT. Le go de ces assises a été donné par la première ministre Judith Suminwa Tuluka, sous les auspices du ministère des Postes, Télécommunications et Numériques.
53 États membres de l'UEAT discutent, délibèrent, mais aussi creusent des pensées innovatrices essentielles pour l'avenir du secteur des télécommunications en Afrique. Un forum qui arrive à point nommé et s'accorde au 5e pilier du programme d'action du gouvernement souminois, celui du renforcement de l'efficacité des services en améliorant l'accès aux infrastructures et aux services d'information. La chef du gouvernement a appelé les participants à mettre un point d'honneur à la coopération entre les pays membres. Au nom de son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État de la République démocratique du Congo, j'ai tenu à rehausser cet événement de ma modeste présence afin de démontrer, s'il le fallait encore, l'importance et la priorité qu'il accorde à la transformation numérique tant de la République démocratique du Congo que de l'Afrique tout entière et du rôle particulier que compte tenir la République démocratique du Congo dans cette déterminante mission. En outre, la patronne de l'exécutif national a émis le vœu de ramener le siège de l'UEAT à Kinshasa afin d'exprimer le leadership congolais en matière de télécommunications en Afrique. Je me fais le devoir, mesdames et messieurs, d'exprimer ma profonde gratitude à chacun d'entre vous pour votre présence en ce lieu durant cette période cruciale pour la République démocratique du Congo, qui est déterminée à mener à bien avec succès, et comme l'a dit Monsieur le ministre, le rapatriement du siège de l'Union africaine de télécommunications à Kinshasa. Bien avant, le ministre des Postes, Télécommunications et Numériques a montré les progrès accomplis par la République démocratique du Congo dans les télécommunications depuis la libéralisation officielle du secteur en 2002. Le nombre total d'abonnés de téléphonie mobile est aujourd'hui à plus de 56,3 millions, soit un taux de pénétration de 56,8%. Les utilisateurs d'Internet sont à plus ou moins 29,9 millions, soit 30,28% de taux de pénétration, tandis que les abonnements à l'argent mobile s'élèvent à 22,2 millions, soit un taux de pénétration de plus de 22,41%. L'Union africaine des télécommunications a pour mission d'accélérer le développement des télécommunications en Afrique afin de développer des économies numériques. Pour y arriver, l'UEAT envisage une Afrique qui se donne les moyens d'être une société de l'information inclusive avec des économies numériques fortes pour un développement social, économique et environnemental durable en Afrique. Merci beaucoup. Sachez également que la première ministre Judith Suminwa-Tuluka a déclaré son patrimoine au greffe de la Cour constitutionnelle, montrant ainsi l'exemple à son équipe gouvernementale. En effet, l'article 99 de la Constitution de la RDC stipule qu'avant leur entrée en fonction et à l'expiration de celle-ci, le président de la République et les membres du gouvernement sont tenus de déposer devant la Cour constitutionnelle la déclaration écrite de leur patrimoine familial, énumérant leurs biens meubles, y compris actions, parts sociales, compte en banque. À dater de l'investiture du gouvernement, ses membres disposent d'un délai de 30 jours pour s'acquitter de ce devoir, délai qui court encore puisque l'équipe Souminois a été investie à l'Assemblée nationale le 12 juin 2024. Dans l'actualité également, la ministre d'État en charge des Affaires étrangères martèle que le processus de Luanda est le seul cadre dans lequel nous allons discuter et chercher une solution durable à la guerre dans l'Est de la RDC. Lors du briefing presse organisé par le porte-parole du gouvernement, Thérèse Kayikwamba Wagner a éclairé l'opinion sur les actions menées par l'exécutif national pour mettre fin à l'agression rwandaise et résoudre les conflits dans l'Est du pays. On l'écoute. Que pour la République démocratique du Congo, notre première priorité, c'est la sécurité et la protection de nos populations civiles. Et la trêve humanitaire a cela pour objectif, raison pour laquelle nous y avons adhéré. Mais trêve ne veut pas dire que nous sommes immobiles, trêve ne veut pas dire que nous ne sommes pas vigilants. Nous restons vigilants, nous suivons de très près ce qui se passe à travers la province du Nord Kivu et bien au-delà. Et trêve ne veut surtout pas dire que le statu quo, et donc la violation flagrante de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo par les forces armées rwandaises, est un acquis ou un statu quo avec lequel nous sommes d'accord. Donc, nous parlons d'une trêve de 14 jours, du 5 au 19 juillet,
mais nous parlons aussi d'efforts diplomatiques qui vont continuer pendant cette trêve et après cette trêve. Pourquoi? Parce que nous voulons une solution durable. Avec une trêve de 14 jours, je ne pense pas que nous aurons le temps de résoudre tous les problèmes que nous avons. Ça veut dire que nous continuons la pression diplomatique, nous continuons à nous apprêter à la prochaine assise à Luanda, mais nous continuons aussi le suivi rapproché de tout ce qui se passe à travers nos différents services dans la province du Nord Kivu. Et nous soulignons aussi qu'il y a un dispositif mis en place pour le suivi et le monitoring du respect ou non-respect de cette trêve par les États-Unis d'Amérique. Dans un autre chapitre, direction la ville de Mbandaka, où le président de l'Assemblée provinciale de l'Équateur est allé au chevet des personnes atteintes du monkeypox. Bertrand Ndelsi Mata a répondu favorablement à l'appel lancé par ces personnes qui éprouvent d'énormes difficultés pour se faire soigner. Le cri d'alarme lancé par des personnes atteintes de monkeypox ou variole de singe vivant en Mbandaka a trouvé un écho favorable aux oreilles du président de l'Assemblée provinciale de l'Équateur. C'est lundi 9 juillet 2024, Bertrand Ndelsi Mata a apporté une assistance en médicaments essentiels pour des soins gratuits de ces malades. Dans sa gibecière, s'est trouvé aussi des vivres et non-vivres ainsi qu'une enveloppe consistante. En présence des élus de l'Équateur et de la chef de division de la santé de cette province, le chef de l'exécutif de l'Équateur a tenu à motiver le sens de son geste de charité avant d'appeler toute la population de la province de l'Équateur à rester vigilant face à ces virus qui demeurent dangereux. Chers compatriotes, la situation est grave. En effet, nous avons en ce jour 288 décès enregistrés dans le cadre de cette épidémie monkeypox. Je vous annonce, chers compatriotes, que j'ai adressé une correspondance aux honorables députés provinciaux, aux honorables sénateurs, aux honorables députés nationaux et au patriarche de l'Équateur pour appuyer l'équipe de riposte, et nous avons la responsabilité de freiner ou d'éradiquer cette épidémie. Il faut rappeler que la province de l'Équateur compte à ce jour plus de 4689 cas de variole de singe, dont 270 décès. Cette maladie se transmet souvent par contact direct avec des animaux infectés. Je l'ai annoncé au sommaire, Kinshasa est en pleine saison sèche, une période qui emporte son lot de maladies saisonnières telles que la toux, la grippe, le rhumatisme et autres. Comment donc se protéger de ces infections? Nos reporters ont rencontré le docteur Junior Ngosaki, pédiatre à l'hôpital de Kalembelembe, qui nous donne quelques précautions à prendre. Pendant la saison sèche, les maladies saisonnières y font surface. Il s'agit notamment de maladies liées au climat telles que les rhumes, la rhinite allergique, l'asthme, la gastro-entérite, l'angine et la grippe. Pour se prévenir de toutes ces maladies, les docteurs juniors de l'hôpital Kalembelembe donnent quelques précautions. Nous donnons des conseils aux parents de porter aux enfants les habits pour éviter le froid, mais aussi dans cette période d'éviter que les enfants prennent des histoires, soit des aliments froids ou encore de l'eau froide, de réduire un peu parce que ça peut toujours causer des infections orales et consorts. Les températures froides favorisent la survie des virus grippaux. Ceux-ci touchent beaucoup plus les jeunes enfants de moins de 2 ans ainsi que les adultes allergiques. Nous sommes à la saison sèche. Nous avons des enfants qui développent des grippes. Nous appelons des grippes qui peuvent être soit allergiques. Et nous avons des cas des entérocolites ou des gastro-entérites qui sont fréquentes ces derniers temps. Ça peut être lié aussi à la saison. Mais nous avons aussi des enfants qui développent des crises d'asthme parce que c'est lié à la saison, le froid, qui peut aussi déclencher des pharyngites, des infections orales. Voilà, tout ça
ça constitue des maladies saisonnières. Notons que ces virus sont une menace pour les enfants et pour les personnes âgées et fragiles. Autre chose, organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Quelles sont les chances de la RDC? La question était au cœur d'une matinée de réflexion et d'échange d'expériences organisée par le COCAN. 3 intervenants ivoiriens et congolais ont partagé leur vécu dans l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Dans le cadre de cette conférence d'échange d'expériences avec le COCAN, structure mise en place pour l'organisation de la CAN Côte d'Ivoire, Marie Lepas Kanda, gestionnaire d'entreprise et experte en finance et économie numérique congolaise, première à prendre la parole, a présenté les avantages que pourrait tirer la RDC en organisant la Coupe d'Afrique des Nations, un vœu qui tient à cœur le président de la République. Pour cette jeune entrepreneur, le Congo sera bénéficiaire de la construction des infrastructures telles que les stades, hôtels, restaurants, routes et autres, ce qui créera des emplois et boostera la sous-traitance. Cela permettra à ce que beaucoup d'investisseurs fréquentent le pays et le tourisme congolais connaîtra un succès comme jamais auparavant. En termes des revenus, le pays va bénéficier de plus de 3 milliards de dollars américains. Partageant son expérience comme responsable du département de la billetterie de la COCAN, CAN organisée en Côte d'Ivoire, Janvier Kouakou a exposé sur les innovations amenées dans l'impression, la distribution, la commande et la vente de billets. Ces derniers s'est dit fier d'avoir numérisé la vente sécurisée de billets. Pour sa part, Jean Tanguy, directeur de la communication de la COCAN, a expliqué comment les stratégies et le plan de communication du plus grand rendez-vous du football africain organisé dans son pays ont été mis en place. Tous les 3 intervenants ont dit de manière claire et nette que la RDC était à même d'organiser la meilleure CAN de l'Afrique. L'organisateur de la conférence n'a pas manqué d'en donner l'objectif. C'est aussi possible parce que nous nous voyons vraiment trop petits alors qu'en international nous sommes vus très grands. Nous avons été en Côte d'Ivoire, nous avons vu ce que les autres ont fait. L'idéal c'était d'apporter cette connaissance ici en RDC pour que le rêve du président de la République, le rêve qu'il caresse, puisse quitter l'état du rêve à la réalité. Nous avons entendu les acteurs de la CAN Côte d'Ivoire qui eux croient en nous, qui pensent qu'on peut le faire. Ils nous ont dit ce qu'ils ont fait pour réussir, j'allais dire, la leur. Donc nous pouvons aussi réussir le nôtre si jamais cette volonté du chef de l'État s'est matérialisée. La RDC peut atteindre cet objectif qui est d'organiser une CAN qui restera à jamais ancrée dans la mémoire collective et portera des fruits en termes de finances et infrastructures. Journée internationale de la destruction des armes légères, un fléau mondial qui ne semble pas trouver des solutions jusqu'à ce jour. Cette journée représente une occasion donc unique pour toutes les parties prenantes de se mobiliser contre la violence armée et de promouvoir des initiatives de désarmement à travers le monde. Le point dans ce récit de Sarah Mehta et Daniel Boukassa. À l'occasion de la Journée internationale de la destruction des armes légères, les victimes de la violence par les armes procèdent à la destruction d'armes aux 4 coins de la planète. Durant cette campagne contre les armes, Oxfam, Amnesty International et les réseaux d'action internationale sur les armes légères ont rendu public des statistiques révélant qu'il y avait une arme pour 10 habitants dans le monde. En moyenne, 800 000 sont détruites chaque année, mais les armes non réglementées restent un problème majeur dans le monde entier. Pour chaque arme détruite, 10 sont produites. C'est un fléau mondial. Le commerce illicite des armes légères et de leurs munitions cause des ravages partout. Des bandes terroristes en quartier, des rebelles attaquent des civils comme en RDC, des casques bleus, des barons de la drogue tuent aveuglément des responsables de l'application de lois ou toute autre personne qui entrave leurs activités illicites. Des bandits détournent de convois d'aide humanitaire. Sur tous les continents, les armes légères non contrôlées posent un problème durable. Les armes légères sont peu coûteuses, faciles à manipuler, à transporter et à cacher. À elles seules, l'accumulation de ces types d'armes ne peut pas créer de conflits dans lesquels ces armes seront utilisées. Mais leurs accumulations et leur grande disponibilité aggravent les tensions. La violence rend les conflits plus meurtriers et plus lents et accentue les sentiments d'insécurité qui stimulent la demande d'armes.
La plupart des conflits aujourd'hui sont menés essentiellement avec les armes légères qui sont largement utilisées dans les conflits entre États. Ce sont les armes de prédilection dans les guerres civiles et pour les activités terroristes, les crimes organisés et la guerre entre gangs. Fin de la première partie de ce journal. Reste avec nous pour la revue de presse. Revue de presse qui nous sera présentée par Christine Chibuka. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci Jordi. Débutons avec ce premier titre de Politico.cd, agression rwandaise. Tshisekedi ordonne la task force militaire d'exécuter les mesures décidées pour préserver l'intégrité territoriale. En effet, Jordi, le président de la République, Félix Tshisekedi, a présidé la deuxième réunion de la task force du haut commandement militaire, rapporte une dépêche de la présidence parvenue à nos confrères de Politico.cd. Cette task force, sous l'autorité directe du chef de l'État, a la mission de proposer des solutions urgentes et immédiatement opérationnelles. Elle devra se réunir chaque semaine et aura pour tâche essentielle, sans se substituer au Conseil supérieur de la défense, d'évaluer la menace, d'identifier les acteurs principaux ainsi que les facteurs qui alimentent l'insécurité, de concevoir des stratégies intégrées pour contrer des forces ennemies et de proposer des mesures spécifiques pour rétablir l'autorité de l'État dans les zones affectées. Toujours dans la même logique, la Prospérité rapporte les propos de Bintou Keïta sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC qui, selon elle, continue de se détériorer ces derniers mois. Dépêche.cd renseigne que Bintou Keïta préconise la solution pacifique dans la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC. Autre titre, Transco renforce sa flotte avec l'arrivée de 16 nouveaux bus Mercedes-Benz. Exactement, c'est le fruit du partenariat entre le gouvernement congolais et la société suprême automobile, l'établissement public Transco au Congo. Le journal de Kinshasa.com renseigne que le DG de Transco a exprimé sa gratitude envers le président Félix-Antoine Tshisekedi et son gouvernement pour leur soutien continu, permettant ainsi le remplacement progressif du parc automobile vieillissant de l'établissement. Prenant la parole au nom du ministre sectoriel, le secrétaire général au transport a insisté sur le renforcement des capacités opérationnelles de Transco en poursuivant notamment l'acquisition de plus de bus dans le cadre du partenariat avec Suprême Automobile. Il a demandé aux dirigeants de Transco de protéger et de bien gérer les biens de l'État mis à leur disposition tout en respectant son objet social, rapporte C7.cd. Le DG de Transco a promis de veiller au bon usage de ces nouveaux bus afin de leur permettre de rendre effectivement service à la population congolaise et cela dans la durée. Merci pour ce complément d'information. Je vous en prie, Jordi. Ainsi s'achève donc cette session d'information. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur votre chaîne RT Éduc.